L'État japonais aurait été fondé par Jinmu, personnage mythologique, fils de la déesse du soleil Amaterasu. Amaterasu qui occupe par ailleurs une place de choix sur le drapeau japonais. C'est le gros point rouge. En 1660, donc, Jinmu fédère les différents chefs présents sur l'archipel et devint le premier empereur. Selon la tradition, l'empereur actuel, Akihito, serait un descendant direct de Jinmu. Il aurait instauré certains principes ayant perduré jusqu'au XIXe siècle, comme l'isolement du Japon. En effet, jusqu'au XIXe siècle, il était interdit pour un étranger d'immigrer au Japon, et pour un japonais de le quitter. Dans les deux cas, la peine de mort était appliquée. Il faudra du temps avant de créer un modèle de société commun dans le pays. En 1185, les premiers samouraïs font leur apparition, remplaçant les milices désorganisées qui pullulaient avant. Les samouraïs sont assez comparables à nos chevaliers si on nommait qu'ils prêtent allégeance à leur daimyo, leur chef, et non pas au chef de l'État. Il faudra attendre 1192 pour voir le premier shogunat instauré. Le Japon est organisé ainsi. Tout en haut, nous avons l'empereur, chef religieux. C'est lui qui dirige officiellement l'État japonais. Cependant, il est considéré, car de sang divin, comme trop pur pour intervenir directement dans les affaires de l'État. C'est plutôt donc le shogun qui s'occupe de ça. L'empereur est donc en définitive plutôt un symbole d'unité nationale qu'un réel personnage de pouvoir. Le shogun, qui vient donc en dessous, c'est celui qui dirige réellement l'État. Donc c'est un daimyo qui a réussi à fédérer d'autres daimyo autour de sa personne via des mariages ou via des guerres. Il dirige le pays d'une main de fer grâce à ses armées et il règle les litiges entre les différents daimyo. En dessous donc nous avons les daimyo. Les daimyo sont les chefs provinciaux. Donc c'est eux qui administrent vraiment dans le concret chaque région du Japon. Ils répondent aux ordres du shogun et essayent de respecter la parole de l'empereur au sens spirituel. Les daimyo, pour assurer leur défense et leur dessein, ont des samouraïs. Ces samouraïs servent les daimyo tout au long de leur vie et ne peuvent pas changer d'allégeance. Ils sont très respectés et font partie des gens les plus méritants dans la société nippone. Juste en dessous, nous avons les cultivateurs de riz, très estimés eux aussi, car c'est eux qui nourrissent le pays, et comme le Japon se nourrit essentiellement de riz, les cultivateurs de riz sont donc extrêmement bien vus et assez hauts dans la société japonaise. À part toutes ces classes, tout le reste, donc la population, les commerçants, sont de rang vraiment inférieur et ont très peu de pouvoir ou d'influence sur le reste de la société. 70 ans après l'émergence du shogunat, le Japon est confronté à une grande menace. 1266, l'Empire mongol, le plus grand empire de l'histoire, vient de conquérir la Chine et désire conquérir le Japon. Le Japon est un pays petit, sans armée nationale, ne pouvant aligner que quelques samouraïs et miliciens. L'Empire mongol, quant à lui, est capable d'aligner, tout en envahissant l'Europe, presque 60 000 soldats en Corée. Après 8 ans de préparatifs, la flotte mongole est prête. Le Japon tremble car il n'a aucun moyen de s'opposer aux Mongols. Le pays échappe de justesse à l'invasion grâce aux tempêtes qui ont secoué la mer du Japon. La flotte mongole coulée, le Japon peut savourer sa victoire. Mais les Mongols n'ont pas dit leur dernier mot. En 1281, une flotte gigantesque de 900 navires transportant 40 000 soldats sont envoyés contre le Japon. Malgré quelques débarquements réussis, repoussés dans la douleur par les samouraïs, la tempête se réveille et coule l'intégralité de la flotte mongole. Après 2 tentatives et des dizaines de milliers de morts, l'Empire mongol renonce. Le Japon, très reconnaissant envers les éléments, d'avoir protégé le Japon des envahisseurs, nomme cette tempête le kamikaze, le vent divin. Mais la victoire coûte cher. Épuisé, le gouvernement de Kyoto ne peut pas récompenser les daimyo ayant protégé les côtes. Il se résigne à leur concéder des terres, accentuant l'autonomie des régions, fragilisant le shogunat, prémisse de la future guerre civile. Le Sengoku Jidai, l'époque des provinces en guerre, est l'époque la plus sombre de l'histoire japonaise. Plantons le décor, cela fait presque 300 ans que le shogunat a été instauré. Ce système a réussi à contenir les aspirations individuelles au profit d'une stabilité durable.
On peut noter que les provinces lointaines de la capitale, Kyoto, veulent plus d'autonomie, les commerçants veulent plus de liberté, et les paysans veulent plus de pouvoir. Ces revendications, contenues par l'autorité shogunale pendant 3 siècles, va brutalement se réveiller. En 1466, le shogun, désespérant d'avoir un héritier mâle, finit par se résoudre à désigner son frère, plus jeune, comme son héritier. La transmission du shogunat semblait pouvoir se faire en douceur, mais un événement vient bouleverser le Japon. La femme du shogun accouche 1 an après d'un garçon. Le shogun revient alors sur sa décision et désigne son fils comme seul et unique héritier du shogunat. Le clan de son frère entre en guerre contre le shogun. Cette guerre s'appelle la guerre d'Onin. Cette guerre fratricide pour le contrôle du Japon va se généraliser à tout le pays, chaque daimyo choisissant son camp. En 1477, la guerre d'Onin prend fin, mais sans réel vainqueur. Le shogunat a perdu la quasi-totalité de son pouvoir, et plus aucune autorité centrale n'est capable de fédérer les daimyos. Ces derniers vont entrer en guerre les uns contre les autres, vont former et dissoudre des alliances, se trahir. Nombre d'entre eux vont tenter de prendre la place du shogun, des affrontements ont lieu dans tout le Japon. Cette guerre va durer 1 siècle. Faire des centaines de milliers de morts, anéantir la majorité des daimyos et leurs familles. Sur une quarantaine de familles ancestrales avant la guerre, il n'en reste plus que 12 à son terme. En 1473, le shogun est destitué et remplacé. La stabilité revient, le désir d'autonomie des provinces lointaines est balayé. Kyoto peut exercer un contrôle inédit sur les quelques daimyos survivants. À la sortie du Sengoku Jidai, le Japon n'a jamais été aussi uni. Les daimyos survivants sont en grande majorité rangés derrière le shogun, leurs armées sont toujours sur le pied de guerre. Une opportunité se dégage alors. Puisqu'il n'y a plus de conflit en interne, le Japon envisage d'envahir le royaume de Corée. Cette invasion permettra de contrôler la seule côte d'où une flotte pourrait partir pour envahir le Japon. En effet, le Japon n'a pas oublié les tentatives d'invasion mongole, partie de Corée, qui ont manqué de peu de conquérir le pays. À l'époque, les navires ne pouvaient pas naviguer dans les eaux trop profondes. La proximité du Japon et de la Corée représentait donc une route maritime viable. L'invasion de la Corée serait également l'opportunité de consolider l'unité naissante autour d'un ennemi commun. En 1592, la guerre Imjin éclate. 150 000 soldats japonais, appuyés par des centaines de navires, déferlent sur les côtes coréennes. Le royaume de Corée temporise, Séoul est capturé, la défaite semble inévitable. Cependant, la Chine, qui voit d'un très mauvais œil les ambitions japonaises, entre en guerre aux côtés des Coréens. Les armées chinoises pénètrent en territoire coréen et rentrent en contact avec l'infanterie nippone. Les Japonais sont repoussés mois après mois et restent sur la défensive dans le sud du pays. Cette situation s'éternisera durant 5 ans. À la suite de quoi les Japonais retenteront leur chance, mais sans grand succès. Les Japonais épuisés et en grande difficulté économique décident de jeter l'éponge en 1598. Le pays se referme alors sur lui-même pendant plus de 200 ans. Depuis la fin de la guerre Imjin, le Japon continue de vivre selon son modèle féodal, instauré 700 ans auparavant. Si l'on nommait les Portugais, aucune puissance étrangère n'était autorisée à commercer au Japon. Le Japon vivait sa vie dans son coin, mais une menace venant de l'Ouest va bouleverser tout ça. Les nations d'Europe de l'Ouest ont depuis le XVIe siècle démarré la plus grande colonisation de l'histoire. Siècle après siècle, les Européens progressent sur tous les continents. Le Japon est inquiet mais suppose que la Chine arrêtera les Européens. Manque de bol, la Chine est écrasée et partiellement colonisée. Le shogun interdit alors aux Japonais tout contact avec les Européens et ordonne de tirer sur tout navire s'approchant trop près. Après que quelques nations européennes aient échoué à entrer en contact avec le shogun, en 1852, un navire américain arrive près des côtes japonaises. Devant le mutisme et l'ignorance de la population locale, le navire bombarde les côtes. Le shogun doit se résigner à parler aux ambassadeurs américains. Après de nombreuses pressions, le shogun autorise finalement les nations occidentales à commercer dans les ports japonais. 1 an après, une convention d'amitié est signée entre le Japon et les nations européennes. 1868, l'empereur pour la première fois sort de son silence, accuse le shogun d'avoir livré la nation aux étrangers et prononce la fin du shogunat. Le shogun refuse, la guerre de Boshin éclate. Les daimyos prêtent allégeance aux forces impériales et shogunales, les occidentaux en profitent pour armer les deux camps.
L'empereur, avec l'aide de la majorité des daimyo, gagne la guerre en un an. Ils arrivent à un constat. Le Japon est une nation très faible et doit se moderniser pour rattraper son retard sur les Occidentaux. Le shogunat est aboli définitivement et remplacé par une monarchie constitutionnelle. L'empereur, pour la première fois, détient une partie du pouvoir. Le Japon se dote d'une armée nationale ultramoderne, en remplacement des samouraïs, sous la supervision des Américains, et d'une flotte de guerre dernier cri achetée aux Français. Le pays, pour payer ses dettes, s'industrialise à marche forcée. Les samouraïs sont mis sur la touche, le port du sabre est même rendu illégal. 1877, le daimyo de Satsuma, exaspéré par la chute des privilèges et la fin du traditionnalisme japonais, entre en rébellion. Les samouraïs sont rapidement écrasés par l'armée impériale. L'ancien Japon est mort, le Japon moderne émerge. Maintenant que le Japon s'industrialise et dispose pour la première fois d'une armée nationale, il peut songer à l'étape suivante, avoir ses propres colonies. La Corée est désormais une proie très facile, les armées japonaises s'en emparent rapidement. La Chine, comme pendant la guerre d'Imjin, déclare la guerre au Japon. Il s'ensuit une guerre anachronique, où des navires en bois affrontent des cuirassés en acier, où la lance affronte les fusils et les mitrailleuses. La Chine est écrasée et en partie colonisée par le Japon. Taïwan est annexée dans la foulée. 10 ans plus tard, des terres promises au Japon par la Chine sont finalement données aux Russes, ces derniers voulant aussi leur part du gâteau chinois. Le Japon déclare la guerre aux Russes en 1905 et les attaque en Chine. L'armée russe est repoussée et ses positions chinoises récupérées. La flotte russe au grand complet est envoyée pour rétablir la situation, mais cette dernière est coulée par la marine impériale. Les Russes réclament la paix. Le monde est abasourdi. Une nation asiatique vient d'écraser l'une des plus grandes nations européennes. La Corée, alors simple colonie japonaise, est finalement annexée en 1910. 1914, Première Guerre mondiale. Le Japon, allié des Alliés, s'empare des colonies allemandes qui traînaient dans le Pacifique. L'armée prend de plus en plus de pouvoir. Les militaires finissent en 1920 par renverser la démocratie japonaise et instaurent une dictature militaire. 1922. Les nations occidentales, inquiètes de voir le Japon prendre de plus en plus d'importance dans le Pacifique, obligent ce dernier à signer un traité. En gros, la flotte japonaise ne doit pas dépasser un certain tonnage, ce qui permet de s'assurer qu'elle ne prendra pas trop de puissance. 1937. Le Japon, confiant, entre en guerre ouverte avec la Chine. Les Américains votent un embargo sur le pétrole pour limiter la mobilité militaire japonaise. Ces derniers répliquent en envahissant les Philippines, riches en pétrole, plus 2-3 pays qui traînaient par-ci par-là. En 1941, les tensions entre les États-Unis et le Japon sont telles que la guerre devient inévitable. Voulant frapper les premiers, le Japon attaque sans déclarer la guerre la base américaine de Pearl Harbor. En 1942, le Japon atteindra son apogée et ne fera que décliner les années suivantes. Son économie est incapable de combler les pertes dues au combat, les Américains avancent vers le Japon. Les Japonais, dans leur désespoir, tenteront d'incarner le kamikaze qui les avait sauvés de l'invasion mongole. En 1945, la Russie déclare la guerre au Japon et les États-Unis ouvrent le feu nucléaire. Le Japon s'incline et doit se résoudre à l'inacceptable, l'occupation du pays par les forces occidentales. « 1945. La capitulation est signée par le Japon. Le pays est détruit, au bord de la famine. La plupart des chefs militaires japonais finiront par se suicider. L'empereur n'est pas inquiété. La police militaire américaine débarque sur l'archipel et grâce à des laissez-passer de l'empereur, arrête des dizaines de responsables japonais chez eux. Un grand procès va démarrer. Le Japon est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La constitution japonaise est dissoute et 7 prévenus sont exécutés. 4 généraux, 2 premiers ministres et le ministre de la guerre. Le Japon a entre autres assassiné plus de 17 millions de Chinois et utilisé des milliers de femmes comme esclaves sexuelles. Une génération entière de Japonais restera traumatisée et humiliée par cette guerre. Désormais profondément pacifiste, la nouvelle constitution stipule que le Japon ne peut posséder d'armée. Pour reconstruire le pays, les États-Unis vont occuper et administrer militairement le Japon jusqu'en 1952, date à laquelle le pays retrouve son indépendance. Le Japon décide alors, pour rattraper les États-Unis, de devenir une superpuissance économique. Le monde assiste émerveillé par la très forte croissance économique japonaise. En 1968, le Japon devient la 2e puissance économique mondiale. Le Japon commence à accueillir pour la première fois de son histoire des touristes.
En 1990, une grande crise boursière vient mettre fin aux ambitions japonaises, le pays stagne pendant 10 ans. L'histoire japonaise appelle cette période la décennie perdue. Le Japon n'aura jamais clairement exprimé d'excuses, ce qui crée encore aujourd'hui de grandes tensions avec la Chine, la Corée et les Philippines. Le Premier ministre actuel, pour faire face à la menace chinoise grandissante, se lance dans une grande bataille politique, modifier la constitution et doter le Japon d'une nouvelle armée.